Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler de santé. Le 7 et 8 mars dernier a eu lieu la 6e conférence régionale de la santé et de l'autonomie des Antilles-Guyane. Alors pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le docteur Fanon. Bonsoir docteur Fanon. Bonsoir. Alors vous êtes venu pour pouvoir un petit peu présenter cette conférence. Qu'est-ce qui s'y cache ? Si je puis me permettre, parce que finalement, on est très peu à pouvoir la définir dans le public, et puis surtout, la portée de ces décisions et son utilité pour la société. Alors dites-nous, quand on pense à cette conférence, on peut peut-être aussi y voir l'ARS derrière. Expliquez-nous, quelle est la différence ? Alors, les conférences régionales de santé et de l'autonomie, il en existe autant qu'il existe de régions en France. Et donc, pour les départements et régions d'outre-mer, ça concerne la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, sont installés à côté de l'ARS à travers un décret qui permet à ces conférences de représenter les usagers au sein des politiques de santé et pour ce qui nous concerne en Martinique. Alors, qui la compose, cette conférence ? Alors, la conférence est composée de 92 personnes qui sont désignées pour la plupart par des représentants, soit d'institutions étatiques. En gros, par exemple, toutes les grandes directions régionales sont représentées dans la conférence. Les partenaires sociaux, les associations, essentiellement, distribués en 7 collèges différents. Et chacun de ces collèges élit des représentants qui vont siéger dans 4 commissions spécialisées. Une commission médico-sociale, par exemple, qui va plutôt s'intéresser aux personnes âgées, aux personnes handicapées, une autre qui va s'intéresser à la prévention, d'autres sera la commission des usagers, et la dernière, c'est la commission spécialisée dans l'offre de soins, celle qui va donner un avis réglementaire, comme toutes ces commissions, à l'ARS, sur la sollicitation de l'ARS, sur, par exemple, la création de nouveaux équipements ou le renouvellement des autorisations des services hospitaliers, par exemple. Alors, je disais qu'on méconnaissait peut-être l'acronyme et même le nom. Qui peut s'adresser à cette conférence ? Est-ce que chaque citoyen peut s'intéresser aux décisions prises ou ça reste, vous parliez des usagers, ou ça reste quand même très de l'entre-soi avec des professionnels de santé qui utilisent un langage technique ? Alors, effectivement, cette commission est faite de représentants d'associations, par exemple, et donc les représentants des associations eux-mêmes sont déjà des usagers au fait des questions de santé. On ne peut pas être membre de la CRSA à titre individuel, ça n'existe pas. D'ailleurs, nos travaux étaient réservés aux membres de la conférence. Ce sont des membres qui sont désignés par leur institution ou leur association ou qui sont élus et qui forcément ne sortent pas comme ça de l'anonymat pour devenir tiens, je vais aller à la CRSA. Par contre, oui, vous pouvez vous adresser à la CRSA en écrivant au président, par exemple, l'adresse étant la même que celle de l'ARS. Ok. Alors, le nom de président, quel est-il ? Le nom du président. Le nom du président, mon nom, vous voulez savoir ? Voilà, c'est vous. Moi, je suis le docteur Fanon, je suis praticien hospitalier au CHU, je suis gériatre de spécialité médicale et j'ai été élu par cette conférence. Donc ça veut dire qu'il va y avoir cette élection, les membres sont là, sont des représentants, et puis bien sûr les citoyens peuvent s'informer et s'adresser à cette conférence. Tout cela est bien en relation avec l'État, avec l'ARS, puisque ça s'inscrit dans une politique globale de santé. Alors je voulais en venir à l'appellation régionale. J'évoquais en tout début dans l'introduction Antilles-Guyane. Là, la conférence a eu lieu le 7 et 8 mars en Martinique. Y a-t-il des spécificités par rapport aux autres territoires, des points communs? Quels sont-ils ? Bien entendu, ça fait d'ailleurs partie de nos travaux, dont l'intérêt est aussi de
démontrer, et c'est une des sollicitations que nous fait le président de la Conférence nationale de santé, c'est de nous faire remonter au niveau national les particularités ou spécificités locales. Ça paraît logique. Elles peuvent être partagées avec d'autres régions. Notre spécificité pour les départements et régions d'outre-mer, c'est d'abord notre éloignement de l'Hexagone, notre caractère insulaire, la Guadeloupe et la Martinique, une population globalement ayant un niveau socio-économique plus bas que le reste de la France. Hein, on a plus de 30% par exemple des Martiniquais qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une compréhension du système de santé qui est plus difficile, avec des particularités qui sont démontrées, à savoir une moins bonne information, un niveau de lecture ou de culture qui ne leur permettent pas d'accéder à l'information, des informations qui sont aussi parfois complexes et contradictoires, par exemple ce qui peut être dit par les médecins et ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, et enfin une complexité du système de santé. Tout cela participe à l'incompréhension des usagers du système de santé qui a pourtant pour objet de préserver leur qualité de santé. Donc finalement, il existe cette structure dans chaque région de France et le fait d'avoir cette échelle territoriale permet de relever ces points très spécifiques et puis d'en informer, j'imagine, au plus haut le ministère et les grandes institutions. Alors, on va revenir au 7 et 8 mars. Il y a eu plusieurs temps forts. Pouvez-vous nous les présenter ? Alors, le premier, d'abord, on avait une journée de travail avec des échanges, avec un invité exceptionnel qui est le président de la Conférence nationale de santé, le professeur Emmanuel Ruche, dont la mission était d'une part de venir écouter nos particularités et d'échanger avec nous, et surtout de nous remettre en fait les éléments des travaux établis par la Conférence nationale de santé tout au long de l'année 2023 et les perspectives 2024. Donc c'est les travaux sont assez connus d'ailleurs. On a beaucoup travaillé. Je suis membre aussi de la Conférence nationale de santé, donc on a beaucoup travaillé sur les maltraitances, sur l'accompagnement de fin de vie, et puis sur des sujets un petit peu plus techniques comme l'antibiorésistance. C'est ça, c'était les 2 thèmes choisis. Ça veut dire qu'à chaque conférence, là je disais que c'était la 6e, les 5 premières, il y avait aussi 2 thèmes précis ? Pas spécialement, non. Les thèmes peuvent changer. En fait, on les choisit en fonction de l'actualité et en fonction des rapports, parce qu'en fait, chacune des conférences établit des rapports et la conférence nationale également établit des rapports, elle, sur saisine des ministères. Les ministères demandent à la conférence nationale de faire un rapport sur l'accompagnement de fin de vie ou sur les maltraitances. Et on s'attache, en fonction de notre spécificité, à beaucoup se positionner sur le droit des usagers. On ne donne pas un avis sur que doit être l'accompagnement de fin de vie, mais est-ce que les droits des usagers sont respectés ou seront respectés à travers les projets de loi qui sont développés actuellement. C'est plutôt la position des conférences. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir sur ces 2 thématiques. Derrière le mot maltraitance, quel était le champ sémantique ? Qu'est-ce qui était concerné ? Eh bien, d'abord, c'est les maltraitances. Donc, toutes les maltraitances sont concernées, de l'enfance jusqu'au grand âge, sur les violences ou les maltraitances faites aux femmes, sur les enfants. Le champ est très, très, très vaste, on le comprend. Et une des particularités de nos travaux s'est penchée sur comment les repérer,
puisque aujourd'hui, quand vous êtes victime d'une maltraitance, vous avez le choix de vous adresser au procureur de la République, à la gendarmerie, à la police, à l'ARS, à la CRSA, directement au procureur de la République. Or, il n'y existe aucune structure qui centralise ces informations. Et donc, on ne sait pas vraiment quel est le niveau de ces maltraitances au niveau national, puisqu'il n'existe aucun outil qui permette de repérer toutes ces maltraitances. Or, les repérer et les caractériser permet aussi d'en analyser la pertinence et les réponses qui sont données. Donc aujourd'hui, l'avis des CRSA et l'avis de la Conférence nationale vont servir à l'élaboration d'une loi sur les maltraitances. Et nous espérons que les travaux que nous avons menés vont être entendus pour surtout trouver un moyen de protéger les droits et s'assurer que les droits des usagers soient reconnus et protégés dans le cadre de cette loi. Alors, la seconde thématique, c'était l'antibiorésistance. Pouvez-vous nous la définir ? Alors, vous savez que utiliser les antibiotiques que vous prenez à chaque fois que vous allez chez votre médecin, et si vous insistez pour qu'il vous prescrive des antibiotiques, alors que tout le monde sait que ce n'est pas automatique, eh bien, on s'est rendu compte que à prescrire de manière abusive des antibiotiques entraînait une modification des germes, des bactéries, parce que les virus, il n'y a pas de traitement pour les virus, pas de traitement curatif, il y a les traitements préventifs, il y a la vaccination. Et sur les bactéries, on s'est rendu compte qu'il y avait des résistances de plus en plus importantes qui peuvent, sur certains germes, atteindre 80% des bactéries seraient résistantes à un antibiotique, ce qui oblige à monter en gamme. À faire évoluer sans cesse. Oui. Alors, soit faire évoluer, soit aboutir aussi à réduire l'usage de certains antibiotiques qui vont être réservés aux hôpitaux pour pouvoir répondre aux situations exceptionnelles de personnes qui ont contracté un germe particulièrement virulents et pour lesquels les antibiotiques habituels sont inefficaces. Donc or la seule manière de lutter contre, de lutter contre l'antibiorésistance, c'est d'en réduire l'usage, mais pas seulement en médecine humaine, aussi en médecine vétérinaire, parce que les animaux et les vétérinaires utilisent, ou les sociétés utilisent de manière massive des antibiotiques, et forcément, leur antibiorésistance est transmise à ceux qui consomment sur les aliments que l'on consomme, évidemment. Ouais. Alors, de ces conférences va découler des décisions, vous faites un reporting, et puis ensuite vous allez pouvoir le communiquer aux membres. Qu'en est-il de la véritable portée pour la société, pour nous citoyens ? Alors, en fait, il faut savoir que tous ces rapports sont écrits à la demande des ministères, qui donc saisissent la conférence, comme l'ARS peut saisir notre conférence régionale sur des questions soit réglementaires, soit extra-réglementaires, et pour lesquelles on produit un rapport qui est remis à la directrice de l'ARS aujourd'hui, ou qui est remise au ministre ou aux différents ministères. Mais nous ne sommes pas les seuls à être saisis. Plusieurs instances gouvernementales, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil à l'assurance maladie, il y a toute une myriade d'instances qui vont être saisies et qui vont donner des avis, et ces avis vont remonter au gouvernement et qui, lors de la rédaction des lois, va tenir compte de tous ces avis. Et donc, en sachant que voilà, nous, notre spécificité, c'est le droit des usagers. Donc on va s'assurer qu'on va respecter les droits constitutionnels lors de l'élaboration de ces lois. Et pour finir, je rebondis sur ce que vous m'aviez dit en préparant cette émission, qu'il y a eu un changement sur la prise en compte des décisions de cette conférence suite à la crise sanitaire. Oui, la crise sanitaire a été un moment que nous avons tous vécu douloureusement.
et l'ensemble des CRSA se sont mobilisés pour attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'à aucun moment, les instances de démocratie n'ont été sollicitées sur les décisions qui ont été prises, et notamment sur leur adaptation locale. Ici, en Martinique, les agences gouvernementales ont reproduit les limitations de liberté que nous avons tous subies et qui ne correspondent pas du tout à notre façon de vivre, notamment l'accès au stade ou à la mer, tout simplement. Et depuis cet événement, pour ne pas renouveler cette erreur lors des crises sanitaires, une mesure a été prise par décret et qui contraint maintenant les ARS à solliciter l'avis des CRSA lors de la prochaine crise sanitaire qui ne manquera pas d'arriver. D'accord, eh bien merci beaucoup, Dr Fanon. Finalement, c'est un discours qui se veut aussi d'une part rassurant, puisqu'on le sait qu'il y a aussi d'autres institutions qu'on méconnaît, mais qui ont toute leur place pour représenter les usagers. Si l'on a envie de retrouver des informations, je pense aux personnes qui nous regardent, y a-t-il un site internet ou tout simplement une boîte mail? Alors, il n'y a pas de site internet, sinon celui de l'ARS, mais pour l'instant, il est pas très opérationnel. Sinon, il y a une adresse internet qui est CRSA Martinique.fr. Je pense que c'est ça. De toute façon, on tape dans la recherche, on pourra le trouver. Voilà, vous allez trouver. Merci, Dr Fanon. Merci, les Itata, d'avoir été avec nous en ce jour pour ces problématiques de santé qui sont vraiment très importantes. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.